Massa'a al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk. Ce soir, je reçois Madame Marion Lemaire, députée bruxelloise et échevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles. Madame Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de votre engagement politique à la ville de Bruxelles, mais aussi en tant que députée régionale bruxelloise. Oui. Mais avant cela, cette semaine, vous avez fait une sortie pour dénoncer une association dite musulmane, moi je ne la connais pas, les Petits Savants. Oui. Qui demandait aux familles de ne pas scolariser leurs enfants dans les écoles en Belgique. Oui, j'ai dénoncé un fait qui est parti tout bêtement parce que j'ai lu une publicité rédactionnelle dans un journal qui faisait la promotion d'un salon de femmes musulmanes à Laken. Jusque-là, pas de souci, mais à partir du moment où le salon renvoyait les bénéfices vers une association, les Petits Savants, qui prêchait pour un enseignement radical, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est les Petits Savants? J'ai été voir. C'est une association donc, déclarée au Moniteur, qui avait un site internet et une page Facebook. Et sur ce site internet, il prônait le fait que les femmes ne mettent pas leurs enfants, il les stigmatisait d'ailleurs, ne mettent pas leurs enfants à l'école publique de mécréants. Et donc là, je trouvais déjà le propos insultant par rapport à l'instruction obligatoire, et puis organisant finalement volontairement l'exclusion sociale. Et donc en cela, je voulais interpeller le ministre en charge de la cohésion et de l'intégration, Charles Piquet, en disant, mais à la COCOF par exemple, on dépense 8 millions par an pour faire de l'intégration et de la cohésion, mais de ce type d'organisation anéantit cela. Donc il faut aller plus loin et veiller à ce que ceci ne se développe pas. Veiller à éradiquer même ce genre d'agissement. Alors je vais peut-être citer, parce que j'ai ici la brochure de cette fameuse association Les Petits Savants, en plus, et ils disent, question, est-il permis d'envoyer nos enfants âgés de 3 à 6 ans à l'école maternelle dans un pays de mécréance, sachant qu'ils ne sont pas obligés d'y aller? Et afin que la question apparaisse plus claire au cheikh, je ne sais pas qui c'est ce cheikh, rappelons certains points. Ces écoles ont un effet néfaste sur l'éducation de nos enfants. En effet, l'école est pervertie. Nos enfants y apprennent le chant, la danse, l'art plastique et bien d'autres choses qu'Allah n'agrée pas. Or, la plupart des mères envoient leurs enfants à l'école afin de se décharger d'eux, car ils sont trop agités à la maison. Ça, c'est quand même ahurissant d'entendre ça. C'est incroyable à notre époque. D'abord l'insulte, un pays de mécréance. Donc ce sont des gens apparemment qui vivent ici en Belgique et qui taxent ce pays de mécréance. C'est insultant. Je pense que cela pourrait même être considéré comme du racisme et une insulte raciste à l'égard du personnel enseignant. Et donc, il ne faudrait pas voir s'il n'y a pas lieu de porter plainte au terme de la loi Moureau, l'a bien nommé. Et donc, aussi, par rapport aux femmes, j'ai réagi. Parce que la femme musulmane dans nos quartiers doit être protégée par rapport à ce type d'agissement, puisqu'on voit qu'elle est stigmatisée et on lui dit restez à la maison. Donc, l'effet néfaste est double, à la fois sur l'enfant qu'on prive de sociabilisation et aussi sur la femme que l'on veut bloquer à la maison et donc l'empêcher d'avoir accès notamment au marché de l'emploi. Alors, ce qui est encore, d'où ma réaction. Ce qui est encore bizarre, c'est en lisant cette brochure, donc ils disent, par conséquent, il faut avant tout que les parents craignent Allah et qu'ils émigrent vers un pays musulman. Et j'espère que cette émigration sera faite en vue d'Allah. De toute évidence, si un individu quitte un pays de mécréance pour aller dans un pays musulman, c'est dans le but de sauvegarder sa religion. Ouais. Donc, quitter le pays pour aller immigrer vers un pays musulman, c'est quand même incroyable. Donc, ça doit peut-être plaire à l'extrême droite qui veut sacher les immigrés ou les enfants des immigrés. Comme vous le voyez, les extrêmes se rejoignent. Exactement. Et donc, ce n'est certainement pas le modèle que nous défendons pour Bruxelles, cosmopolite, ouvert et tolérant, parce que ce type d'agissement fait se refermer les quartiers, organise le repli communautaire, le rejet de l'autre, le rejet de la différence. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être complices de ce genre d'attitude. Pour vous, Madame le maire, une femme politique, vous êtes engagée depuis plusieurs années, depuis longtemps. J'ai été élue en 1982 au Conseil communal. Oula. Et donc, est-ce que ce genre de discours extrémiste vous semble une exception, minoritaire,
ou bien c'est quelque chose qui a tendance à s'étendre de plus en plus sur la place publique? Heureusement, c'est minoritaire, mais c'est quand même puissamment agissant. Et dans une situation de crise, dans une situation de chômage, où parfois les jeunes cherchent leurs repères, il faut se méfier que cette minorité agissante puisse avoir justement une répercussion parmi des jeunes en recherche ou des femmes qui se sentent isolées ou fragilisées. Parce que la vie en ville, elle est difficile. Et donc, la femme peut se dire, tiens, c'est une protection que je vais ainsi m'organiser. Ça ne va pas dans le sens d'une émancipation individuelle. Et dans des périodes de crise, c'est là où le repli est le plus dangereux et semble être une façon de se protéger. Alors, suite à votre sortie, plusieurs réactions, mais essentiellement politiques. On a entendu Charles Piquet, le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, qui a répondu à votre interpellation. Oui. Denis Ducarme, aujourd'hui, votre collègue du MR, qui veut interpeller Madame Marie-Dominique Simonet, il a bien de la fait, communauté française, et Madame Turtelbaum, ministre de la Justice. Tout à fait. Mais ce sont essentiellement des réactions politiques. On n'a pas entendu, par exemple, l'exécutif des musulmans de Belgique, d'autres associations musulmanes. Est-ce que ça vous dites, vous regrettez? Je le regrette. Pourquoi? Et donc je l'ai interpellé. Vous avez interpellé l'exécutif des musulmans? J'ai écrit au président de l'exécutif des musulmans pour lui demander si le conseil théologien se prononçait par rapport à ce type de dérive. Et donc ils vous ont répondu? Ils ne m'ont pas encore répondu, mais je les ai interpellés parce que je trouve que les musulmans modérés, qui sont majoritaires dans notre pays, doivent se positionner par rapport à ce type de dérive, qui sont en général manipulés par les pays étrangers, l'Arabie Saoudite en particulier. Et je pense que si l'on défend un islam de Belgique et la liberté de religion, peu importe la religion, pourvu qu'elle adhère aux principes démocratiques et qu'elle respecte notre socle de valeurs partagées, eh bien, a tout intérêt à se défendre par rapport à ce type de position qui ne prône pas la liberté, qui ne prône pas l'émancipation individuelle. La lutte contre l'extrémisme, ici, islamiste en particulier, de toute façon, la lutte contre l'extrémisme de quelque origine qu'il soit, c'est une affaire de société. Oui. Mais puisqu'on parle ici d'une affaire un peu qui concerne l'extrémisme musulman, est-ce que vous pensez que les acteurs musulmans sont proactifs pour lutter contre cet extrémisme qui existe? Vous dites minoritaire, mais qui existe quand même. Je les trouve trop complaisants. Je trouve qu'il n'y a pas dans leur chef suffisamment de prise de position claire. Ils savent que cela existe et néanmoins, ils le laissent se développer à la marge de leur vie, de leur existence, de leur organisation. Et donc, là, le décret de la communauté française, et c'est pour ça... Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame le maire. Excusez-moi. Non. Mais c'est vrai que quand je parle enseignement, c'est plus moi je pense communauté française dans la mesure où il y a une logique d'organiser un enseignement dans la communauté française. À partir du moment où on parle Fédération Wallonie-Bruxelles, je cherche la logique. Donc vous voyez que certains ont introduit, mais on ne va pas parler réforme institutionnelle. Mais la parenthèse. Mais c'est vrai que dans l'enseignement de la communauté française, il y a un décret qui organise l'enseignement à domicile, par exemple pour les enfants de bateliers ou des enfants malades. Et là, on voit qu'il y a une faille juridique dans le décret qui est utilisée à des fins de repli religieux ou communautaire, d'où la nécessité d'interpeller la ministre Dominique Simonet. Dans sa réponse, elle a été extrêmement vague. Et donc là, on voit une forme de complaisance. Et donc ce que traque le MR, et le MR n'a qu'une ligne de conduite qui est la même à tous les niveaux de pouvoir, communal, régional, communautaire et fédéral, c'est défendre le socle de nos valeurs démocratiques et l'émancipation individuelle. Et donc là, il y a faille, et c'est logique que là, en l'occurrence de Denis Ducarme, relaye mon interpellation régionale et communale au niveau communautaire et fédéral. Le fait de ne pas mettre ces enfants dans des écoles publiques, je ne pense pas que c'est une question qui concerne que des fondamentalistes musulmans. Il y a aussi des fondamentalistes chrétiens
qui incite à cela. On a vu un documentaire très connu, Jesus Camp, où on a vu des fondamentalistes chrétiens aux États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Denis Ducarme s'y réfère dans son interpellation aujourd'hui en disant l'un ou l'autre. Bon, ce phénomène n'est plus en développement aux États-Unis. Il se fait que nous vivons plus ce phénomène-là d'un radicalisme musulman à Bruxelles et en Belgique. Donc, peu importe. Alors, vous êtes échevin des affaires. Échevin, pardon, parce que vous insistez à ce qu'on vous appelle comme échevin. Pourquoi échevin, pas échevine déjà? Moi, je suis pour l'occupation des fonctions par les femmes. Et ce n'est pas forcément la féminisation du titre. Alors, vous êtes échevin des affaires... D'accord. Vous êtes échevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette compétence qui est quand même très large? C'est une compétence très importante dans une capitale et qui a été insuffisamment prise en compte jusqu'à présent à la ville de Bruxelles. D'où mon combat, mon travail, et qui fait partie d'un des axes forts de cette nouvelle majorité et qui fait partie du programme de majorité, c'est-à-dire la création d'un grand département des affaires économiques à la ville de Bruxelles avec l'économie, l'emploi, la formation, le commerce. Donc, quand on dit commerce, c'est évidemment le soutien aux noyaux commerciaux. C'est aussi l'organisation, par exemple, des marchés. Il y a de nombreux marchés sur le territoire de la ville de Bruxelles, comme le Sablon, la place du jeu de balle, la place Émile Boxtal, mais aussi toute l'organisation des marchés ambulants, des marchands ambulants. Il y a une possibilité de création d'emplois. Et ce sera là aussi un travail important, c'est la mise à l'emploi, notamment des jeunes, mais aussi des femmes. Et on voit l'enjeu qui rejoint notre propos précédent, c'est de rapprocher les femmes de l'employabilité. Et donc, certainement, les mettre dans des conditions de mise au travail par la formation. Et que ce soit les femmes ou les jeunes ou toutes les catégories, il y a quand même 16 000 chômeurs sur le territoire de la ville de Bruxelles. Et alors justement, que fait la ville de Bruxelles pour lutter contre ce chômage des jeunes? Nous disposons de plusieurs outils déjà, mais je ne vous dis pas ce que je récupère de mon prédécesseur n'est pas vraiment en ordre de marche. On est en train de faire l'inventaire, je vous dirais on est en train de faire la vaisselle. C'est un peu comme dans ces multipropriétés, vous savez, où le locataire précédent a caché la vaisselle sale. On découvre des trucs... Mais là, vous visez certainement le CDH. Certainement, certainement. Parce que quand le bourgmestre disait « le bilan est calamiteux », je pense qu'il était encore en dessous de la réalité. Alors, je vois ici parmi vos compétences des affaires économiques que vous octroyez des primes pour jeunes indépendants. Oui, aussi, parce que... Donc, comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes indépendants, donc voilà... L'occasion s'y prête. Si vous pouvez leur expliquer comment ils peuvent recevoir cette prime. Je pense que développer l'esprit d'entreprise est très, très important. Et donc, je vais développer des partenariats, par exemple, avec les mini-entreprises au sein des écoles. Il y a le guichet d'économie locale, qui est un des outils de la ville, en partenariat avec la région, qui aide un indépendant à s'installer et qui l'accompagne jusqu'à la création de sa PME ou de sa petite entreprise. Il y a aussi le centre d'Ansart qui est un centre d'entreprise. Avec le CPAS, il y a le centre BIR, le centre Tanner. Tout ça, ce sont des outils très importants de la ville de Bruxelles dans l'organisation de l'entreprise à ses débuts. Et donc, permettre aux gens de créer leur propre emploi. Est-ce que vous pensez que ces jeunes indépendants connaissent tous ces outils? Est-ce qu'ils sont accessibles à eux? Il faut encore améliorer la communication et aller chercher les gens, les former. Il y a toute une phase aussi de pré-formation dans la mise à l'emploi. Et c'est sûr que quand je visite la mission locale ou l'antenne d'Actiris, je me rends compte du gap vraiment qui existe entre l'offre d'emploi qui est là à Bruxelles, mais qui est insuffisamment rencontrée par les Bruxellois, puisqu'il y a ce déficit de formation. Et donc, entre le moment où Actiris prend le jeune en formation, il y a encore toute une période de pré-formation.
Et ça, la ville aussi a quelque part un rôle à assumer. Bon, c'est tout le travail aussi d'alphabétisation, parce qu'il faut aussi le reconnaître, c'est qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi non seulement ne sont pas bilingues, mais ne sont même pas aptes à comment dire, posséder la langue française ou le néerlandais pour accéder à l'emploi. Donc là, il y a un travail Alors, il y a ce problème d'emploi à la ville de Bruxelles, mais il y a aussi un problème du logement, surtout le logement social. Donc il y a beaucoup de demandes. Est-ce que la ville de Bruxelles, maintenant avec une nouvelle majorité, vous avez une nouvelle politique pour permettre à beaucoup de couples aussi de s'installer convenablement? Bien entendu, mais en sachant aussi qu'un des enjeux de la ville de Bruxelles, c'est d'y restaurer la mixité sociale. Et donc, restaurer la mixité à la ville de Bruxelles, c'est le retour des classes moyennes. Et le retour des classes moyennes passe aussi par une offre de logement classe moyenne. Donc ça, la régie de la ville de Bruxelles doit s'y employer. Dont vous êtes responsable également? Non, pas au niveau de la régie, ça c'est mon collègue. Je vois département du commerce, de la régie foncière des propriétés communales comme faisant partie de vos compétences. Pas mes compétences, c'est l'organisation administrative là. Et donc là, vous mettez le doigt sur un des problèmes, c'est que le commerce a toujours été, je dirais, l'appendice d'autres départements. Quand je dis créer un grand département, c'est vraiment le reconstituer, c'est-à-dire prendre tous les petits bouts épars en ce moment, qui sont tantôt à la démographie, tantôt à la régie, et de reconstituer un vrai département avec l'économie, une réorganisation complète et qui va déboucher sur du recrutement. Il y aura des appels internes et externes avec des profils de fonctions bien définis, et je vous jure qu'à la ville, je vais créer de l'emploi. D'accord. Et pour le logement, donc, vous êtes pour une mixité sociale? Oui, mais je pense que là-dedans... En théorie, peut-être c'est facile à dire, mais en réalité, comment ramener cette classe moyenne dont vous avez parlé? Ramener la classe moyenne passe par tout un ensemble de mesures. Bien entendu, il faut restaurer un accès à la ville, une mobilité, le stationnement. Il y a eu trop de mesures prises de façon idéologique obtuse, j'ose dire, c'est-à-dire le tout au vélo ou au transport en commun n'est pas la solution. Réduire les bandes de circulation n'est pas une solution au problème de mobilité. Et donc, ce sont des décisions qui ont été prises par l'ancienne majorité, PS-CDH. Tout à fait. Alors, quelle est la valeur ajoutée, maintenant que vous avez remplacé le CDH dans cette nouvelle majorité? Qu'est-ce que le MR peut faire ou va faire ce que le CDH n'a pas pu faire ou qu'il a mal fait? Je trouve qu'il faut rétablir l'équilibre de traitement par rapport à tous les usagers de la route, donc que ce soit les automobilistes, les gens qui prennent les transports en commun, qui font du vélo, les piétons. Et donc concrètement, quand on dit il faut arrêter d'organiser des bouchons, c'est clairement identifié dans la ville là où on a volontairement organiser des bouchons pour décourager l'automobiliste. Par exemple maintenant entre le boulevard Le Monnier et la place de Broucker, ou par exemple à la rue Royale. À la rue Royale, on a mis tous les automobilistes sur une seule bande. Total, vous provoquez un bouchon jusque sur l'autoroute. Ça n'est pas une bonne politique. Alors, quelle a été la réaction de ma collègue Else Hamp, à juste titre? C'est de dire, ok, on ne supprime pas la bande de vélo, mais on supprime le stationnement des parlementaires. Voilà, c'est l'arroseur arrosé. Et que ça, c'est en matière de stationnement. Mais par exemple, est-ce que vous avez l'EMR aujourd'hui un projet phare qui peut mettre en avant pour la ville de Bruxelles? Je ne sais pas, un projet qui dit l'EMR va faire ça dans les courts délais où L'EMR n'agira pas seul. Nous avons un partenaire, nous sommes un collège et nous agirons ensemble. Donc nous portons un projet. Et le projet, notamment, et c'est un grand enjeu, c'est la rénovation des boulevards du centre. Nous le porterons ensemble. Il se fait, c'est vrai que c'est Geoffroy Commence qui est à l'urbanisme, Else Hamp à la mobilité, moi-même j'ai le stationnement et le commerce. Nous serons en pointe par rapport à l'organisation de cet enjeu fondamental qui est le renouveau du centre-ville. Surtout qu'il y a des développements importants qui se passent au Ezel et le long du canal. Donc il ne faut pas voir ces développements commerciaux
comme des concurrents, mais plutôt comme des compléments. Et donc tout l'enjeu de cette nouvelle majorité, ce sera de développer le centre-ville en complémentarité par un retour du chaland des clients dans le centre-ville, mais en lien avec les autres pôles de développement. Donc on doit recréer Madame le lien par l'allée verte, en passant par la rue Marie-Christine et l'avenue Aubat. Il faut recréer des liens commerciaux. Voilà, alors voilà, c'est un exemple concret. Comment, par exemple, revitaliser la rue Marie-Christine ? Là, il y a Atrium, qui est l'association soutenue par la région, a développé un certain nombre de projets. Ces projets seront à développer. Il faut être attentif, évidemment, à l'attente et aux besoins des gens. Comme je l'ai dit hier à Aachen, où on me demandait de développer des commerces, je dis, il n'y a pas de commerce d'État. Nous sommes dans une liberté de marché. Et donc, le marché suit l'attente et les besoins. Donc, c'est l'offre et la demande. C'est sûr que nous ne créons pas des commerces. Mais nous pouvons créer un climat favorable au commerce. Le climat favorable au commerce passe bien sûr par la sécurité, la propreté et aussi par l'attractivité des enseignes. Donc il y aura toute une démarche à avoir à l'égard des grandes enseignes pour les faire revenir dans le centre de Bruxelles. En parlant de commerçants, je me permets de relayer une demande des commerçants du noyau Stalingrad, boulevard Le Monnier, qui s'inquiètent aussi de parfois la présence de certaines bandes urbaines. Est-ce que la sécurité fait aussi partie de votre bien entendu, centre d'intérêt pour peut-être revitaliser ces quartiers et pour leur permettre de se développer correctement? C'est une exigence, c'est un des axes aussi de notre nouvelle majorité. Et donc, à l'avenue de Stalingrad, je pense qu'il y a eu un projet un peu fou au niveau du blocage complet de celle-ci par un piétonnier qui empêche l'entrée en venant d'Anderlecht. Nous veillerons à le modifier légèrement, mais en tout cas réellement par rapport à maintenir les accès. Un des axes importants aussi, c'est créer du stationnement en sous-sol. Parce que je pense qu'on ne réussit pas un piétonnier si on en bloque les accès. Et donc nous devons créer un certain nombre d'emplacements de parking en sous-sol, à proximité des piétonniers. Parce que bloquer la ville, dans une vision un peu utopique d'une ville entièrement libérée des voitures, cela ne correspond pas actuellement au modèle de développement de la région et en tout cas en l'état au mode de transport en commun dont nous pouvons actuellement. Alors, le partenariat entre PS et maire aujourd'hui, il est au beau fixe. Il se passe bien. Il se passe bien parce que je pense qu'on a porté ensemble un projet de relance économique et je crois que si nos partenaires socialistes sont venus nous chercher, reconnaissons-le, et qu'ils ont souhaité ce changement de majorité, c'est pour porter ensemble ce projet de relance économique en termes d'emploi, en termes d'optimisme. Et comme disait Jean Gaulle, c'est l'optimisme de la volonté. En ce moment, on a cette volonté et qui nous rend optimistes de recréer de l'emploi, de la dynamique commerciale et sans tabou. Et donc, on abandonne un peu ce zone 30, piétonnier, ceci. Non, je pense qu'on doit avoir d'abord des objectifs en termes commerciaux et de voir comment on les atteint. Et quand le commerce va, tout va. Hein. Vous savez, je suis fille de commerçant. Et à ce moment-là, vous savez, les habitants reviennent aussi. On a parlé du PS et le CDH. Comment ça se passe, la relation? Maintenant, ils sont dans l'opposition. Ils vous en veulent. Est-ce qu'il y a une rancune particulière? Je pense que ce sont des hommes et des femmes politiques adultes et raisonnables et qui ont intégré la donne démocratique qui fait qu'il y a alternance. Ils sont sur les bancs de l'opposition, ils nous interpellent. Ce qui est parfois curieux, c'est qu'ils nous interpellent sur leurs propres carences. Alors là, je leur dis, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Il y a eu carence, la touche libérale, elle est bien présente. Didier Reynders, nouveau président de la régionale bruxelloise du MR. Vous étiez pour Bienvenue, bien sûr. Je pense qu'il y a des enjeux très importants au niveau de Bruxelles et le fait d'avoir quelqu'un de cette envergure, de cette compétence et aussi de cette connaissance sur le plan international, là on touche vraiment au rôle international de Bruxelles. Il y a aussi des enjeux
colossaux, parce que je pense qu'on est un peu à une croisée des chemins en termes de réforme institutionnelle pour la défense des droits des Bruxellois et d'un statut de Bruxelles région à part entière. Et je pense qu'un homme comme ça est tout à fait indiqué pour défendre ses droits. C'était Marion Lemaire, députée régionale bruxelloise et échevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles. Madame Marion Lemaire, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous donne un autre rendez-vous avec un autre invité dans une autre émission Tigin Talk. D'ici là, ma salama, ila liqa.